Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, et oui, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? J'espère que l'épisode 133 vous a plu. 2023 va être une année importante pour l'industrie du cannabis, canadienne et québécoise, et pour moi aussi, Top Pot et bien sûr Bon Stock. Et je suis évidemment heureux d'être ici avec vous. Avant de continuer notre flânage dans l'actualité du cannabis, comme on le fait depuis quelques épisodes, on revient d'abord sur les nouvelles licences accordées par Santé Canada cette semaine. Eh oui, 3 licences en Colombie-Britannique, une au Manitoba et une au Québec. Oui, la compagnie québécoise 9403-2968 Québec Inc. a obtenu le 6 janvier 2023 une licence de microcultivation. Aucune licence standard dans tout le Canada, que des micros, oui. La tendance se poursuit donc. Cela veut dire quoi? Qu'il y a un ajustement, je pense, dans la vision des entrepreneurs. Le coût d'acquisition d'une licence standard coûte plus cher, c'est vrai, et les opérations quotidiennes aussi. Mais la traite des micros n'est pas qu'une histoire de sous, évidemment non. Les micros qui apparaissent semblent être poussés, ça c'est ma perception, semblent être poussés par le même vent local qui pousse fièrement les microbrasseries québécoises et canadiennes. C'est intéressant d'ailleurs de voir que même si les alcools faibles comme le vin et la bière perdent des parts de marché, eh bien ce sont les microbrasseries qui progressent, donc dans ce segment de marché de la drogue qui recule. Ça fait drôle quand je dis vin, bière et drogue dans la même phrase, et pourtant c'est un fait. On peut donc même penser que les microproducteurs autorisés québécois pourraient s'inspirer, voire s'allier avec l'industrie des microbrasseries. Leur mission est similaire et on peut penser que le profil sociodémographique des propriétaires est semblable. En tout cas, dans les deux cas, il y a beaucoup de gens qui portent des casquettes. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, qu'est-ce que je fais? Je me prends un café, une seconde. Hé, MJ! Ouais! J'ai pas oublié cette semaine. C'est bien. Mon habituel. OK. De retour. Sinon, c'était tranquille au Québec cette semaine. Je n'ai pas vu de transactions, de grosses déclarations. Faut pas oublier que tout change cette semaine à la SQDC pour les producteurs autorisés québécois. Oui, cette semaine, vendredi le 13 en plus, la SQDC va communiquer ses décisions de commercialisation. Cela devait avoir lieu le 9 décembre 2022, mais la SQDC a décidé, unilatéralement évidemment, c'est le privilège du monopole, la SQDC a donc décidé de repousser, quel drôle de choix de mots, donc de repousser d'1 mois son processus. C'est pas facile quand ton métier consiste à faire pousser des fleurs, de voir ton calendrier chamboulé à la dernière minute. Mais comme je le disais, c'est le privilège des monopoles d'avoir toujours raison, ou de pouvoir prendre des vacances plus longues pendant la trêve que nous venons de vivre. Je vais sans doute écrire un article sur Bon Stock vendredi afin de pouvoir vous en reparler sur Top Pot la semaine prochaine. En tout cas, ce vendredi 13 sera une date historique pour l'industrie. Et il y aura forcément plus de malheureux que d'heureux. Mais aujourd'hui, on flâne. Alors, je vais m'amuser, puisqu'on flâne. Je vais m'amuser donc à faire comme si j'étais au pouvoir. Oui, comme dans « Si j'étais au pouvoir, je ferais telle chose ou telle chose pour développer l'industrie du cannabis. » OK, ça va? D'ailleurs, le président français François Hollande a donné une entrevue où il répétait « Moi, président de la République. Moi, président de la République. » Je me souviens, je l'avais écouté en direct. C'est une anaphore, cette formule littéraire. Anaphore, A-N-A-P-H-O-R-E. C'est donc la répétition d'un mot, d'un groupe de mots au début de phrases successives pour produire un effet de symétrie ou de renforcement. Ça, c'est mon dictionnaire qui dit ça. OK, moi, président du Québec, moi, président du Québec, genre, OK? Alors, vous connaissez peut-être l'épiphédélanol, ou épiphédélanol en anglais. C'est un triterpène, on va y revenir.
Oui, encore une substance organique présente dans la résine de certains arbres, comme l'orme de David. Et c'est quoi un orme de David? Ulmus dividiana, également connu sous le nom d'orme de David ou orme du père David, est un petit arbre à feuilles caduques largement répandu en Chine, en Mongolie, en Corée, en Sibérie et au Japon, où on le trouve dans les zones humides le long des cours d'eau à des altitudes de 2000 à 2300 mètres. L'arbre a été décrit pour la première fois en 1873 dans les collines au nord de Pékin, en Chine. C'est quoi le rapport, Luc? Je viens d'entendre là dans le fond du café. On se tait! Juste une seconde. Eh, merci, MJ, hein? Tout arrive en même temps. Oh, c'est... Une petite gorgée d'eau. Ah. OK. Bien crinqué, on repart. Alors, je parlais de l'épifridélanol. Alors, depuis une grosse recherche qui date de 2010, on sait que cette substance, l'épifridélanol, ça s'écrit E-P-I-F-R-I-E-D-E-L-A-N-O-L. Il y a des accents sur les E en français. Donc, l'épifridélanol est un des inhibiteurs les plus efficaces contre la sénescence cellulaire. Hein? Sénescence cellulaire, c'est le vieillissement des cellules, entre autres. Donc, ça vaut 86 $ le gramme quand tu achètes ça en gros. Donc, à l'équivalent d'un commerce comme la SQDC, ça n'existe pas, là, parce que ce sont des substances quand même un peu contrôlées, mais 86 $ en gros, c'est important de le dire. Alors, il faut se le dire immédiatement, hein, avant que vous partiez faire vos recherches. Il n'y a pas d'épifridélanol dans la partie visible d'un plant de cannabis. Mais, il y a plein d'épifridélanol dans ce que jettent à tous les jours les producteurs autorisés. Et oui, l'épifridélanol se trouve dans les racines des plants de cannabis. Alors, moi, président du Québec, Luc, si j'étais au pouvoir, je lancerais une recherche scientifique sur la mise en valeur des racines de cannabis. Les Chinois utilisent les racines de cannabis depuis toujours. Je ne vais pas me lancer dans la liste moderne ou ancienne des vertus de cette molécule, l'épifridélanol. Les deux listes seraient longues, trop longues. Mais si j'étais au pouvoir, que je tenais un discours cohérent sur l'économie circulaire, eh bien, je ferais tout pour valoriser ce que les producteurs jettent et qui vaut plus cher que la partie la plus chère des fleurs disponibles à la SQDC. Si j'étais au pouvoir, moi, président du Québec, si j'étais au pouvoir, je pourrais aussi aider à la création d'une coopérative qui ramasserait les racines pour faire des études sur l'extraction de toutes les molécules présentes dans ces racines-là. Je fais attention malgré tout. Il s'agit peut-être de très bonnes mauvaises idées. J'en suis conscient. Mais moi, Luc, président du Québec, si j'étais au pouvoir, eh bien, je rassemblerais 3-4 sachants et après 1 heure, on aurait un projet. Ou pas, si c'est une mauvaise idée. Mais j'ai trouvé une étude qui date de 2021 qui démontre la quantité massive de triterpénoïdes dans les racines des plantes de cannabis. Alors, les chercheurs ont quand même, c'est un fait, réussi à quantifier l'épifridélanol en fonction du chémovar, de la période de la récolte, des conditions de séchage et de l'efficacité de l'extraction à l'éthanol versus le CO2 critique. C'est pas merveilleux tout ça? C'est comme si on transformait des déchets en or. Moi, je trouve ça fascinant. Alors, c'est quoi la différence entre des terpènes et des triterpènes? Je me suis pas cassé la tête. J'ai posé la question à un système de recherche doté d'intelligence artificielle. Et voici la réponse texto. Les terpènes sont des composés volatiles responsables de l'arôme et de la saveur de nombreuses plantes et fruits, tandis que les triterpènes sont des composés non volatiles, c'est-à-dire qui ne sentent rien, et qui se trouvent dans les parois cellulaires des plantes et ont diverses activités biologiques. OK. On va aller flâner ailleurs maintenant. On va aller faire un tour du côté de chez Google. Pourquoi? Parce que je viens de voir une très bonne nouvelle pour l'industrie du CBD en Amérique. Oui. Google va permettre la publicité
pour les produits à base de CBD en Californie, Colorado et à Porto Rico. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Pourquoi ces 3 marchés, je ne le sais pas, mais on parle ici de l'équivalent d'un mouvement de plaques tectoniques. Si on peut faire de la pub pour le CBD sur Google, ça change tout. Ou ça change presque rien, mais c'est un outil supplémentaire pour l'industrie. Et ça, c'est toujours bienvenu. Dans un autre registre, évidemment, vous avez vu la nouvelle, je suis sûr, Canopy se retire du marché canadien de la vente au détail de cannabis. On ne va pas faire un chapitre sur ce sujet. C'était écrit dans les astres comme dans des astres. M. David Klein, ou Klein, s'il était en France, le PDG donc de Canopy Growth, affirme que ce geste permettra à Canopy de se concentrer sur l'atteinte de la rentabilité grâce à des opérations rationalisées au Canada. Qu'est-ce qu'on dit? Comme d'habitude, merdoum pour la suite. OK, Canopy Growth tire de la jambe un peu, mais il n'est pas seul. Ça ne va pas mieux pour Tilray. On parle d'une perte de 2 millions US pour le dernier trimestre, alors que l'an passé, pour la même période, la société dégageait un petit profit, mais un profit net de 6 millions US. J'ai reçu, je passe de nouveau complètement à autre chose, j'ai reçu cette semaine une photo. Donc, je voudrais vous parler rapidement d'une photo que j'ai reçue de Julien Raymond. Julien, c'est le proprio et le maître cultivateur de Juste Feu. Hein. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous le connaissez. Et donc, c'est un micro-producteur établi dans la région de la Chute. Cela m'a pris une seconde pour comprendre ce que je voyais sur la photo. Et soudainement, je me suis rappelé d'un mot que j'avais oublié. Guttation. G-U-T-T-A-T-I-O-N. Oui, la guttation, c'est un phénomène comme de sudation ou d'excrétion de l'eau par les plantes. Alors, la photo de Julien, c'était une fleur de son cultivar à succès, le Runts. Et cette photo parle d'elle-même. Il y a littéralement une grosse goutte foncée sur une de ces fleurs en pleine période de séchage. Les curieuses vont trouver une photo dans les notes de l'épisode et je vais aussi la mettre sur le groupe Facebook de Bon Stock. Alors, j'en ai profité pour faire une petite recherche pour moi-même. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, je vais partager ma compréhension, ma nouvelle compréhension. Cette goutte provenant de la guttation, eh bien, elle provient de la sève qui contient des aliments et des déchets. Ce que je ne savais pas jusqu'à cette semaine, c'est qu'il y a 2 types de sève. D'abord, la sève de xylème. Xylème s'écrit X-Y-L-E, accent grave, M-E. Donc, la sève de xylème s'occupe de tout ce qui transite du sol vers les feuilles. L'autre sève dit du phlegme, ça s'écrit P-H-L-O-E, accent grave, M-E. Peut-être que je l'ai mal prononcé, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche de la prononciation, mais je pense que ça se dit phlegme. Donc, cet autre type de sève transporte les nutriments des feuilles vers les autres parties de la plante. Le sirop d'érable, c'est quel genre de sève? C'est une sève de xylème. Et la définition de xylème est tissu végétal constituant le bois qui conduit la sève brute. On va quitter le pays du sirop d'érable et on va aller faire un détour au Maroc. Pourquoi? Eh bien, c'est toujours agréable de flâner au Maroc. D'ailleurs, beaucoup de Québécois dans l'industrie y ont travaillé ou y ont voyagé pour y apprendre les rudiments du hache à la marocaine. C'est clair, quand je mets du contenu relié au Maroc, je pense entre autres à l'article Bon Stock sur le géographe Chouvi, eh bien, plein de gens m'ont répondu en disant « Ouais, c'est beau, tel coin, machin. » Donc, beaucoup de Québécois connaissent le Maroc du cannabis. Pas seulement du cannabis, évidemment. Donc, ça bouge très vite là-bas et le roi s'arrange pour prendre de vitesse tout le continent africain et même une partie de l'Europe. C'est ma perception et j'ai eu la chance de discuter avec un gros joueur cette semaine de l'industrie du cannabis qui a confirmé ma vision du Maroc et des avancées avec vitesse grand V qui s'y retrouvent actuellement. Donc, le royaume aurait déjà accordé une petite centaine de licences de production. Et selon le journal du pays voisin, Observe Algérie, voici ce que j'ai compris. Et là, je cite texto. Ces licences ont été octroyées au bénéfice des agriculteurs exerçant dans des régions spécifiques.
Il faut aussi souligner que la deuxième activité concerne la production et l'exploitation de plants, l'importation de semences et de plants, ou l'exportation de ces derniers. Il s'agit d'activités menées par des personnes et non par des entreprises. Le reste des activités est réalisé par des entreprises, soit celles liées à la transformation, au transport, à la commercialisation et à l'exportation du cannabis et à l'importation de produits à base de cannabis. Fin de la citation. Vous voyez qu'on est très loin de la bulle financière créée au Canada et que tout le monde tente de répéter. D'ailleurs, j'ai entendu récemment des Australiens dire que si ça allait mal chez eux, dans le cannabis, c'était à cause du Canada. Oui, l'Australie a imité le Canada. Ça va différemment au Maroc et tant mieux pour les Marocains. Alors, on va maintenant penser un peu aux consommateurs. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des PGR? Et je vous en parle parce que, par le prisme du radar des consommateurs, j'ai appris certaines choses cette semaine. Qu'est-ce que je veux dire par le radar des consommateurs? C'est la capacité d'analyser ce que les gens consomment se raffine depuis les débuts de la légalisation. Les consommateurs, certains d'entre eux, commencent à se plaindre de l'utilisation des PGR ou des régulateurs de croissance des plantes, les Plant Growth Regulator en anglais. Alors, pour augmenter leur production, les producteurs autorisés se servent de ces produits qui sont en fait des hormones synthétiques. Certains de ces produits sont permis par Santé Canada. Il n'y a pas de mal. Le consommateur a deux choix en l'absence de mention de ces produits sur les étiquettes, de produits légaux qu'il achète. Tout bêtement, soit tu achètes bio, ou soit tu apprends à reconnaître les fleurs qui ont été traitées avec ce genre de produits. Pour les curieuses, il y a un lien avec 2 articles sur ce sujet. Je les ai lus, mais personnellement, je n'ai pas été convaincu par la description des signaux qui permettraient de reconnaître des fleurs traitées avec des régulateurs de croissance synthétiques. Le plus fou, j'ai trouvé, c'est que les régulateurs de croissance sont efficaces pour obtenir des cocottes qui sont plus jolies, mais ces régulateurs de croissance réduisent aussi généralement le pourcentage de THC. Et en plus, ça c'est l'obstacle rédhibitoire, c'est-à-dire incontournable, impossible, eh bien, ces régulateurs donneraient une saveur artificielle aux fleurs. Alors, d'un côté, un bag à peel à la hausse, et de l'autre, un cultivar plus faible en THC qui n'aura donc pas accompli tout son destin. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, si vous m'écoutez, fait ce genre de constat avec des produits légaux que vous avez achetés à l'SQDC? Si vous travaillez dans l'industrie et que votre entreprise utilise des régulateurs de croissance permis par Santé Canada, eh bien, je suis curieux d'en savoir plus. Sous toute confidentialité, évidemment. Luc Prévost, hotmail.com. J'ai pensé que ce serait utile, pour les curieuses, de joindre un lien pour tous les produits permis par Santé Canada dans les notes de l'épisode. Il y a en tout 96 produits permis par Santé Canada. Il est important, par contre, de comprendre que leur utilisation, je l'ai dit et je le redis, mais c'est important, hein, vous savez, je parle souvent de bio, mais l'utilisation de ces produits-là n'est pas forcément illégale. Voici d'ailleurs ce que dit le site de Santé Canada sur les régulateurs de croissance. Alors, les régulateurs de croissance des plantes constituent un sous-ensemble de suppléments qui déclenchent des réactions de croissance spécifiques chez les végétaux. Par exemple, une augmentation de la croissance des racines, le développement des pousses, le déclenchement de la floraison, etc. Les régulateurs de croissance des plantes sont réglementés soit par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, soit par l'Agence de la réglementation de la lutte antiparasitaire, ARLA, A-R-L-A, de Santé Canada, selon le mode d'action, le profil d'utilisation et les allégations de rendement. Fin de la citation. Je trouve que ce sujet des régulateurs de croissance est captivant. On va y revenir quand j'aurai trouvé un spécialiste pour discuter avec moi. Vous connaissez un spécialiste? Vous savez où me rejoindre. Je vous remercie d'avance. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le cannabis. J'en ai vu une bonne nouvelle cette semaine qui provenait du Massachusetts. Il est fort probable que le système endocannabinoïde n'est pas encore enseigné dans les facultés de médecine là-bas, mais si tu suis un cours de conduite dans cet État américain, tu vas devoir étudier un module sur les déficiences cognitives et physiques causées par la consommation du cannabis. Un nouveau module intitulé « Shifting Gears, The Blunt Truth About Marijuana and Driving » est une réalisation de l'American Automobile Association. Le programme devrait commencer ce mois-ci, en janvier, donc, et serait le premier du genre aux États-Unis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 50 000 conducteurs débutants
devraient recevoir cette formation à chaque année. C'est une bonne nouvelle. Alors, la fondation de l'American Automobile Association, l'AAA, croit que les États américains, à cause de la légalisation du cannabis, seront confrontés à des problèmes provenant de la conduite sous influence du cannabis. On va bientôt en reparler ici ou sur Bon Stock, car j'ai trouvé un document incroyable que je suis en train d'étudier avant de le partager avec vous. Un document sur la conduite automobile et le cannabis. Et ce n'est pas un document d'apocalypse, au contraire. OK, j'ai beaucoup parlé récemment du cannabis détruit à coups de tonnes, littéralement, par l'industrie canadienne du cannabis. On vient d'avoir les chiffres pour 2021 et ceux de 2022 et 2023 ne seraient pas meilleurs, d'après ce que je lis. Et qu'est-ce que tu veux? Si tu produis plus que tu vends, tu fais quoi avec ton surplus? Alors, l'extraction semble être la réponse normale, je dirais, ou habituelle. Et naturellement, il y aura de plus en plus d'offres sur le marché, ce qui devrait faire baisser le coût de l'extraction et peut-être aussi le profit des extracteurs. C'est un sujet en soi, l'extraction au Québec et au Canada. Mais c'est une saga pour une autre fois. On peut par contre dire, sans se tromper, qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques dans ce secteur, des avancées qui seront des facteurs de différenciation dans un marché qui est peut-être déjà surdimensionné par rapport aux besoins réels de l'industrie du cannabis. La rosine faite à partir de fleurs congelées, la live rosin, semble être un produit qui va éclater en 2023. Le produit final est génial et peut être consommé de multiples manières, dont le vapotage, qui plaît tant aux consommateurs légaux les plus jeunes. Sa conservation aussi est beaucoup plus simple et sa durée de vie, une fois transformée, est beaucoup plus longue et simple à gérer. Alors, est-ce que l'on va voir une nouvelle génération de créateurs de produits qui vont simplement agencer les ingrédients actifs pour générer des produits inédits et faciles à consommer? C'est possible. Je pense que la production à façon pourrait aussi décoller. Je vous donne un exemple. J'achète depuis quelques années un produit fait à base de margousier. C'est une crème. Je mets ça sur le chamois de mes cuissards de vélo, des fois directement sur la peau. Cela me permet de ne pas user certains bouts de peau qui sont plus tendres dans cette région-là. La compagnie qui fabrique ça s'appelle Furlow Botanical. Ils sont à Vancouver. Eh bien, je pourrais demain matin demander à Furlow de me créer un produit de cannabis fait avec des fleurs de mon choix. C'est ça le principe du « à façon ». Tu fournis les ingrédients et une compagnie produit pour toi. Alors, la compagnie pourrait me soumettre, en fonction des devis sur lesquels on serait entendu, elle pourrait me soumettre 4 ou 5 versions initiales de produits différents, le même produit mais des variations. Et après quelques tests, elle pourrait me fournir des produits que je pourrais vendre partout au Canada. Ce genre de service existe peut-être également au Québec, mais je n'ai pas encore fait la recherche. Si vous connaissez une boîte québécoise qui offre ce service de fabrication à façon, faites-moi signe. J'aimerais ça pouvoir parler d'eux ou même peut-être faire une entrevue avec. Alors, dans un contexte similaire, le premier produit, moi président de ma compagnie, pas du Québec, le premier produit qui me vient à l'esprit serait la création d'un baume cannabis pour aider quoi? Cicatrisation des tatouages. Ouais, c'est cool, hein? Cela pourrait être même une sorte de cheval de Troie pour lancer toute une gamme de produits style de vie sans jamais le dire. Comment, me demandez-vous? Par contagion, tout simplement. La contagion n'est pas unique à la propagation des maladies standards. En nos émotions, la science le prouve régulièrement, nos émotions donc sont socialement transmissibles. La contagion émotionnelle va être la bonne façon de faire du marketing pour le cannabis. Bienvenue en 2023. Parlant de contagion et par extension d'absence au travail, la recherche de personnel qualifié s'avère un défi immense pour l'industrie canadienne du cannabis. Pas que, toutes les industries, mais spécifiquement dans le cannabis où il y a peu d'argent. Alors, la grande majorité des salaires ne rendra personne riche, et on peut même penser que beaucoup de petites mains de l'industrie vivent sous le seuil de la pauvreté et donc dans la misère. Moi, personnellement, je fais la distinction entre la misère et la pauvreté. La misère, tu ne sais pas quand tu vas manger. La pauvreté, tu sais quand tu vas manger ton repas du jour. Ces salaires de misère ne sont pas propres à l'industrie du cannabis, évidemment. Je tiens à le répéter au cas où cela pourrait être mal interprété. Je lisais pas plus tard que cette semaine que l'industrie française du luxe fait également face à un problème similaire. Par exemple, le joaillier Van Cleef & Arpels, qui fabrique tout en France. Alors, le grand patron de cette entreprise est très focalisé sur la transmission des savoir-faire essentiels pour la pérennité de son entreprise.
Ça ressemble au savoir-faire du cannabis, non? Eh bien, l'industrie du luxe en France a perdu de son lustre, car les petites mains se détournent de ce secteur d'activité qui est très exigeant, mais connu pour être peu payant et peuplé de malotrus, disons, gentiment. Historiquement, l'appel du prestige suffisait. Plus maintenant, c'est fini. Exactement comme dans l'industrie du cannabis, où le facteur de nouveauté a dépassé sa date de péremption. Et oui, cannabis légal ne fait plus rêver, plus de la même façon en tout cas. Heureusement, il y a eu des gens qui ont été ingénieux. L'industrie du cannabis peut recruter à l'étranger, et là, ce qui fait rêver, c'est le salaire qui paraît dérisoire aux Québécois. C'est comme pour les racines. Ici, on les jette, ailleurs, on les transforme en profit. En France, les marques de luxe se livrent à des efforts non concertés, chacun de son bord. À vue de nez, ça semble être du chacun pour soi. Au Canada, les principaux acteurs de l'industrie du cannabis n'ont pas cette marge de manœuvre. Ils sont pauvres en général, ou dans la misère. Je ne sais pas. Ça serait un peu ridicule de dire ça. Alors, verrons-nous un effort commun pour nous assurer collectivement d'une relève compétente? Peut-être. Je ne crois pas. Ce que l'on sait pour sûr, c'est que ceux qui savent, les ex du marché noir, eh bien, eux ne sont pas bienvenus dans l'industrie canadienne. Alors, quand on regarde ça comme ça, c'est tant pis pour l'industrie. Maintenant, si on flânait un peu côté chirurgie, une grosse recherche est sortie il y a quelques semaines. Je vous lis les prémices de cette recherche en commençant par le contexte. Les 2 dernières décennies ont vu une augmentation de la consommation de cannabis en raison à la fois de changements réglementaires et d'un intérêt pour les effets thérapeutiques potentiels de la substance, mais de nombreux aspects de la substance et de leur implication pour la santé restent controversés ou peu clairs. Fin de la citation. Alors, en novembre 2020, la Société American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, eh bien, elle a élaboré des directives pour l'utilisation périopératoire du cannabis. Périopératoire, qui a trait à toute la période entourant une intervention chirurgicale. Par exemple, l'expression « soins périopératoires » désigne les soins à donner à un patient avant, pendant et après une intervention chirurgicale. Alors, pour le besoin de l'étude, on a créé des questions, 9 questions, comme « Tous les patients qui subissent une intervention chirurgicale ou une procédure nécessitant une anesthésie devraient-ils subir un dépistage des cannabinoïdes avant l'intervention et, dans l'affirmative, quelles informations devraient être obtenues? » Fin de la citation. Alors, les sujets abordés comprenaient le dépistage périopératoire, le report d'une chirurgie élective, l'utilisation concomitante d'opioïdes et de cannabis, etc., etc. Quels sont les premiers résultats de la recherche? Eh bien, les patients chirurgicaux qui utilisent des cannabinoïdes présentent un risque potentiellement accru de résultats périopératoires négatifs. Conclusion, les médecins devraient-ils dépister le cannabis chez les patients qui subissent une anesthésie? Oh, oh, oh! Selon l'American Society of Regional Anesthesia, toujours le même ASRA, les patients qui subissent une anesthésie devraient faire l'objet d'un dépistage pour le cannabis. Pourquoi? Entre autres parce que selon une recherche produite par le Cleveland Clinic, les non-consommateurs de cannabis souffrent moins que les consommateurs de cannabis le lendemain d'une opération. Évidemment, les militants pro-cannabis se demandent comment on peut réduire les libertés civiles des patients et troubler leur vie privée sur la foi d'une seule étude. C'est le même genre de raisonnement auquel se livre le législateur québécois en rendant le cannabis légal uniquement pour les plus de 21 ans. Je ne dis pas que le raisonnement de l'ASRA est faux. Je dis qu'il y a plus de 42 000 recherches sur le cannabis, mais le gouvernement français, par exemple, dit qu'il manque encore de recherches. Dans le cas dont je vous parle, il y a une seule recherche. Et cela est suffisant, semble-t-il, pour tirer des conclusions qui vont impacter des milliers de gens en attente de chirurgie. C'est drôle, hein? On dirait que les exigences de la science se modulent en fonction de critères corporatifs ou financiers. Est-ce vraiment raisonnable? OK. Je disais la semaine passée, dans la revue de l'année 2022, que des bas prix, voilà ce que désirent les consommateurs. Et cela nous amène en Colombie, où les choses bougent presque aussi vite qu'au Maroc, on dirait. Prenons l'entreprise Flora, qui est au Nasdaq, FLGC. Il s'agirait du plus grand cultivateur commercial de cannabis en Colombie, rien que ça. On parle de cannabis extérieur, qui pousse dans des conditions idéales.
Il s'agit donc de cultures économiques et potentiellement naturelles, c'est-à-dire sans intrants agrotoxiques ou même de produits qui pourraient être qualifiés de biologiques. Flora a commencé en septembre 2022 à livrer des isolats de CBD aux États-Unis et des fleurs en Suisse et en République tchèque. Donc, l'Amérique du Sud, on le voit, elle sait aussi naviguer dans les labyrinthes de la réglementation internationale. Depuis cette première vente, Flora a aussi vendu et livré des fleurs de cannabis aux États-Unis et en Europe. Juste pour se donner une idée des volumes produits, Flora avait initialement plafonné ses exportations à 43 000 kilos. Mais la forte demande l'a forcé à relever ses objectifs initiaux. L'entreprise a même finalisé l'achat la semaine passée de Franchise Global Health pour ouvrir les vannes en Europe, littéralement. Cette société, Franchise Global Health, est une société de cannabis médical entièrement intégrée et axée uniquement sur l'Europe avec des expertises en génétique et en culture. Cet achat permettra donc à l'entreprise colombienne d'attendre activement et patiemment la légalisation du cannabis non médical en Europe. Il est quelle heure, là? Wow! Désolé, c'est l'heure. Juste un instant. Hey, MJ, merci beaucoup, hein? Oui, à bientôt. OK, j'ai le temps d'une dernière nouvelle. Je suis attentivement, pour moi et pour vous, toutes les publications d'un média qui s'appelle The Canigma. Ça s'écrit C-A-N-N-I-G-M-A. Je vous ai souvent parlé d'eux, en fait, et du fait que chaque article publié est vérifié par un scientifique. Il y a un pharmacien dans l'équipe qui s'appelle Cody Peterson. Eh bien, ce matin, Cody a lancé un appel à l'aide, car l'argent provenant de la première levée de fonds pour lancer le projet, eh bien, cet argent est épuisé, fini, capote. Malgré plus de 5 millions de visites sur le site de Canigma, ils vont devoir cesser leur opération si de l'argent frais ne rentre pas rapidement. On le sait, je le dis à toutes les semaines, le cannabis n'est pas facile pour les producteurs autorisés, c'est un fait. Mais toutes les industries en périphérie n'ont pas la vie très facile non plus. Ce projet était remarquable, mais même en 2023, cela ne semble pas suffire. Oui, j'ai encore le temps d'une autre nouvelle pour vous faire rire ou pleurer, je ne sais pas. Vous savez c'est quoi du snus? Ça s'écrit S-N-U-S, mais ça se prononce snus. Eh bien, c'est de la poudre de tabac mélangée avec de l'eau et des arômes qui se consomme en plaçant la petite pochette entre la gencive et la lèvre supérieure, selon mon dictionnaire. C'est ce que mon dictionnaire dit. Eh bien, il semblerait que beaucoup d'enfants en Islande se retrouvent aux urgences parce qu'ils ont piqué le snus de leurs parents. C'est particulier, je n'ai pas de statistiques pour le Québec ou le Canada, mais presque un tiers des 18-34 ans consomment ce type de produit en Islande. Alors, les intoxications à la nicotine ne sont pas un phénomène nouveau, loin de là, mais le format du snus rend la consommation plus intéressante, et là, on parle d'arômes choisis avec soin. Les enfants le savent, le snus, ça ne sent pas le fond de cendrier. Alors, si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez laissez vos cigarettes sur la table, mais pas votre snus. Votre enfant ou votre chat, un jour, vous remerciera peut-être. Et voilà, c'était le 134e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.